Salut les amateurs de montres, c'est Corentin et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2024. Donc qui dit dernière vidéo de l'année 2024 dit rétrospective sur cette année et je vous parlerai également en seconde partie de mes objectifs pour l'année 2025. Je ne sais pas exactement quel jour va sortir cette vidéo, mais j'essaierai de la sortir avant le 31 décembre 2024. Donc je tiens à vous souhaiter de passer un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre et une très belle année 2025. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes également et que pour ceux qui avaient envie d'une montre sous le sapin de Noël, j'espère que le Père Noël vous l'a apporté. Bref, donc rétrospective de l'année 2024. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait finalement sur la chaîne YouTube. Je vais regarder tout simplement sur mon téléphone. On va revenir en arrière et je vous afficherai dans le coin les vidéos dont je parle. J'ai sorti 29 vidéos en 2024. J'ai été assez irrégulier. Je pense que c'est moins que l'année dernière. Il faudrait regarder la précédente rétrospective. Mais voilà, je pense que c'est moins que l'année dernière. J'ai pas fait de short cette année. J'ai eu une grosse motivation par contre à partir de la fin de l'été, à partir du mois d'août jusqu'à octobre. J'ai été vachement motivé. J'ai sorti pas mal de vidéos à cette période-là. Parce que c'est le moment où j'ai eu en tête ce projet Seiko que j'ai bien mené, qui a été un investissement personnel, mais j'y reviendrai au moment où je vous parlerai des vidéos en question. Je suis beaucoup moins motivé, on va dire, depuis la fin du mois d'octobre. J'ai sorti, je crois que 2 vidéos. Depuis, même je crois que en fait je n'ai sorti que la vidéo justement de comparaison des 4 Seiko fin décembre et c'est tout. Mais voilà, j'ai vraiment pas eu le temps, j'ai eu pas mal de boulot IRL, donc c'est pas évident. Et puis, je me suis concentré aussi, j'ai concentré mon temps pas mal sur Instagram. Alors, je poste pas des tonnes de contenu sur Instagram, mais j'essaye de faire vivre l'algorithme pour être un petit peu mis en avant. Donc, je like beaucoup plus que je ne faisais. Je cherche des comptes, je m'abonne. Enfin voilà, j'essaye de créer de l'interaction sur Instagram, histoire que l'algorithme me remette en avant. Parce que c'est vrai qu'en 2024, j'avais un peu laissé tomber Instagram, pour être honnête. Parce que moi, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. C'est pas le truc que j'aime le plus. Et c'est vrai que je ne prenais plus un pet d'abonnés. En 2024, j'ai même assez stagné, voire même baissé un petit peu quand je faisais rien dessus, ce qui est logique. Donc voilà, là j'essaye de rebooster Instagram et j'ai l'impression que ça marche bien puisque j'ai regagné 200 abonnés là sur les 2 derniers mois. Donc c'est plutôt pas mal et je pense que ça devrait augmenter encore. Et Instagram, c'est important à côté de YouTube parce que c'est ce qui permet de faire le lien entre les abonnés sur YouTube et moi. Parce que bon, sur YouTube, il y a les commentaires, mais ça remplace pas des MP que l'on peut avoir sur Instagram. J'essaye au mieux d'y répondre, mais j'ai pas tout le temps le temps, donc je tiens à m'excuser si des fois je saute des messages. Si j'oublie, c'est parce que parfois je vois la notif, je clique dessus et malheureusement je peux pas répondre au moment où je clique dessus et après j'oublie en fait, parce que elle est plus mise en avant. Donc n'hésitez pas à renvoyer quand j'oublie, c'est pas du tout que je veux pas vous répondre, c'est que c'est un oubli. Donc je m'en excuse. Donc voilà, Instagram aussi me prend pas mal de temps. Donc on va faire un petit peu la liste des vidéos. Alors j'avais commencé avec la rétrospective 2023 que j'avais sortie début de 2024, mais bon, on va pas parler de celle-ci. La première vidéo de l'année, c'était un entretien avec mon ami Edouard qui bossait à la boutique Mornier à Bordeaux. Il va revenir d'ailleurs au cours de cette année, il est revenu en 2024 et il va revenir également en 2025 sur la chaîne. Par contre, il ne bosse plus chez Mornier et il vous expliquera pourquoi. C'était une vidéo dans laquelle il parlait de ses montres et de sa passion et c'était quand même assez intéressant, voire très intéressant même. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ensuite, je vous avais fait une sélection en 2 parties sur 11 montres de plongée françaises. C'était une vidéo qui m'avait demandé pas mal de boulot parce que j'avais contacté les marques, etc. pour qu'elles participent éventuellement au projet. Donc j'avais eu des press kits, etc. de la part de plusieurs d'entre elles. Donc c'était assez sympa. J'avais, je trouve, mis, pas la main, mais j'avais vraiment fait le focus sur une montre qui est pour moi une pépite. C'est, même la marque, c'est la marque Bowen. Qui est créé vraiment par un passionné, un designer qui est vraiment qui va jusqu'au bout des choses et qui crée une montre qui coûte un certain prix, entre 2 et 3 000 euros, je crois, peut-être un peu plus,
mais par contre qui coûte extrêmement cher à produire parce que tout est dessiné, tout demande à être usiné rien que pour la montre, donc c'est une montre qui coûte extrêmement cher à produire et qui rapporte assez peu finalement par rapport à ce que l'on peut avoir chez les grandes marques. Mais c'est vraiment une montre qui est extrêmement bien. J'avais fait une vidéo unboxing time, en fait c'est une vidéo que j'avais essayé de sortir assez vite. C'était sur la Holosen Clockwork, donc la montre qu'avait créée Joao. Ensuite j'avais fait un classement, donc c'était une tier list de 25 mouvements de montres que l'on peut trouver dans des montres à moins de 5000 €. C'est une vidéo qui a bien marché sans aussi bien marcher qu'une précédente que j'avais fait qui était un classement de 30 montres que j'avais testé sur YouTube où là c'est vraiment je crois ma vidéo qui a le mieux marché sur la chaîne. Voilà, là le classement des 25 mouvements c'est un truc qui est un peu plus de geek mais j'ai eu de très bons retours, enfin certains qui contestent par adoration de certains mouvements, certaines positions que j'ai pu mettre à des mouvements dans la tier list. Moi je trouve même un an après, enfin même presque un an après, je trouve que cette vidéo est encore à 90% je trouve d'actualité. J'avais oublié certains mouvements, il faudrait que je la mette à jour, mais je trouve que finalement j'avais été assez juste dans mes positionnements. Il y a peut-être quelques ajustements ou quelques précisions que je pourrais apporter, mais je la trouve encore tout à fait bonne, même si évidemment j'ai évolué dans la passion et dans la connaissance des différents mouvements. J'avais fait une vidéo avec l'ami Arthur, qui a quand même une très belle collection de montres à seulement 24 ou 25 ans, je ne sais plus l'âge qu'il a, mais voilà, je l'avais rencontré à une soirée Omega et voilà, le courant était bien passé, donc on avait fait une vidéo ensemble. Je pense qu'il repassera d'ailleurs sur la chaîne, on en a discuté en début d'année. J'avais fait donc la vidéo avec remontre sur la Holosen Clockwork, on avait fait la vidéo à deux, c'était très sympa, les vidéos avec Julien sont toujours très sympas, je trouve, à tourner et puis à faire, voilà. J'avais fait ensuite les 3 meilleures montres pour moins de 1500 €. Oui, alors ça c'était un projet qu'on avait fait à plusieurs youtubeurs. Il y avait des contraintes si je me souviens bien et alors je m'en souviens plus youtubeurs qu'il y avait. Je sais qu'il y avait Moonwatch, 10 ATM, Le Barrier et après j'ai un doute. Je me demande s'il n'y avait pas Maxime aussi de Man vs Watch. J'ai un doute, mais je crois que oui. C'est sur Lionel surtout que j'ai un doute. Je pense qu'il n'y avait pas Lionel. Bon bref, voilà un petit challenge où finalement chacun faisait une collection je crois de 5 montres à moins de 1500 € ou en tout à 1500 € et j'en étais pas trop mal sorti. Enfin moi en tout cas ma sélection était objectivement ma préférée à la fin. Pour certains d'entre vous également, donc voilà, après chacun ses goûts, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, oui, j'avais fait la review de la Archange Sectordial. C'est une très belle montre habillée avec un style vintage, vraiment années 40, très fine, très bien finie honnêtement. Enfin, c'est vraiment une montre que j'ai beaucoup aimé tester. D'ailleurs, là je fais une parenthèse, mais les reviews de montres que je fais sur la chaîne, maintenant, au stade d'abonné que je suis, effectivement, j'ai une contrepartie. Soit je garde la montre, soit il y a de l'argent en échange, évidemment, de la vidéo review. Cependant, il ne faut pas que vous vous disiez qu'elle manque d'objectivité parce qu'en fait, une montre que j'aime pas, les montres, je sais quand même les analyser en photo et par rapport au spec technique. J'ai pas besoin d'essayer au poignet pour avoir une idée. Voilà, ça me parle un petit peu en termes de confort et encore je ne suis pas quelqu'un de très sensible du poignet donc en général ça ne change pas grand chose de ça mais moi j'arrive quand même à me faire une idée à 90-95% en voyant la montre sur papier, en voyant des photos, en voyant des vidéos. Voilà, c'est rare que j'ai un avis qui évolue beaucoup plus en l'apportant. Alors ça peut évoluer sur la fiabilité mais sur la montre en elle-même pas franchement. Donc les montres que je choisis de vous montrer en vidéo, c'est des montres que je sais qui sont intéressantes, pas forcément qui me plaisent et que j'achèterai personnellement, mais je sais que ce sont des montres qui ont un intérêt. Je donne par exemple l'exemple de la Alpha Leonis que j'ai présentée il y a quelques mois. C'est pas une montre que personnellement j'achèterai dans ma collection. Mathieu, le fondateur de la marque, le sait, c'est pas mon style de montre, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai tellement échangé, avec qui j'ai tellement trouvé qu'il était passionné jusqu'au boutiste et qu'il a vraiment beaucoup travaillé pour en arriver là, que je me suis dit que c'était intéressant que je mette sa montre en avant parce que, et en plus, c'est un projet qui ne passe pas par Kickstarter, mais honnêtement qui cartonne. Enfin, le design est très clivant, c'est indéniable, mais on discute toujours et je suis assez agréablement surpris du nombre de montres qu'il a réussi à vendre. Donc bravo à lui, on y reviendra plus tard.
Donc voilà, Archange, pareil, petite micro-marque, petite pépite, j'ai trouvé que j'ai adoré et que j'ai toujours d'ailleurs dans la boîte. Ensuite, j'ai fait la review des bracelets et d'une marmotte de chez Havel Men. Pareil, c'est des gens que je trouve très sympas. Alors, je ne me rappelle plus des prénoms. C'est des gens qui sont très sympas, que j'ai pu rencontrer au Time Fest, donc vraiment adorables. Et des bracelets que je trouve super. D'ailleurs, sur ma Speedmaster, j'ai un bracelet de chez Havel Men qui est dessus. Donc voilà, c'est pour vous dire que je les porte vraiment. Donc voilà, c'était avec grand plaisir que j'ai fait une collaboration avec eux. Ensuite, Edouard est revenu sur la chaîne. C'était à la boutique Mornier où on nous avait présenté 7 chronographes, 7 chronographes de 2000 à 15 000 euros à peu près, je crois. Donc c'était sympa, ça permet de découvrir des montres un petit peu différentes de celles que je peux acheter ou celles que je peux recevoir de la part des marques, puisque c'était quand même des grandes marques avec qui j'ai aucune relation. Donc voilà, c'était sympa de les découvrir. Ensuite, j'ai fait la review de ma Serica que j'avais acheté, que j'ai acheté il y a maintenant plus d'1 an et que j'avais acheté depuis presque 1 an à l'époque. Une montre que j'apprécie vraiment toujours autant, et Serica, c'est vraiment cette micro-marque un petit peu pépite avec beaucoup de charme. Ils ont su se créer une identité que je trouve très réussie. Là, ils ont sorti la Parade. Alors, je vais être honnête avec la Parade, je vais vous dire ce que j'en pense, mais j'arrive pas à voir l'ADN Serica dans cette montre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on reconnaît que c'est une Serica. À part qu'il n'y ait pas le logo sur le cadran, moi je n'arrive pas à voir une Serica. Mais en fait, bon, on reconnaît aussi le bracelet qui vient du même endroit, mais moi, je ne reconnais pas une Serica dans les lignes du boîtier. Mais ce n'est pas pour autant que je la trouve pas très très réussie. Alors, elle est très réussie. Et alors, ce que je trouve un petit peu, c'est pas contradictoire, mais ce que je trouve dommage, enfin, en tout cas dommage pour eux, mais je pense qu'ils vont pas en vendre beaucoup parce qu'à chaque fois que je discute de cette montre avec des gens, alors il y a certains qui n'aiment pas. Il y en a beaucoup qui aiment beaucoup, mais tout le monde dit c'est très bien, mais c'est pas pour moi. Et malheureusement, j'ai l'impression que tout le monde dit ça, quoi. C'est soit j'aime pas, soit c'est très bien, mais c'est pas pour moi. Du coup, j'espère qu'ils vont réussir à les vendre, mais j'ai l'impression que, voilà, c'est dommage. Par contre, je pense qu'un poignet féminin, pas un poignet féminin rikiki, mais un poignet féminin qui a une taille un petit peu intéressante, je pense que c'est une montre qui se pose très très bien. Moi, je la vois assez peu sur mon poignet, mais je l'aurais bien offerte à une femme. Je pense qu'elle va plutôt bien. Bref, ensuite Omnis, j'avais testé la Omnisphere Noire édition limitée. Ça, c'est Clément Entretemps qui me l'avait envoyé. Omnis, alors j'ai pu revoir d'autres modèles de la marque en allant à Paris il y a 2 mois, je crois. C'est une marque qui propose quand même des choses intéressantes. Alors oui, il y a eu des histoires de copies ou je sais pas quoi au début. Bref, ça m'intéresse pas des masses, ces polémiques-là. Mais c'est une marque qui propose quand même des formes et des matériaux ainsi que des complications à des prix qui défient toute concurrence. Leur but, c'est pas de concurrencer des marques comme Rolex ou des grandes marques. C'est de proposer des choses à des prix où on n'a vraiment pas l'habitude. Et de ce point de vue-là, je trouve ça intéressant, là, leur Omnis en carbone. Alors, je ne sais pas si ça vieillit très bien, par contre, le carbone au poignet. Mais voilà, quand je l'ai essayé, je me suis dit, ah ouais, t'as l'impression d'avoir un truc d'une légèreté qui est absolue au poignet. Ça a un toucher aussi qui est très intéressant, la céramique. Alors, la céramique, c'est compliqué parce que, alors là pour le coup c'est peut-être un matériau qu'il faut voir en vrai plutôt que juste en photo, ou alors une fois que vous le savez vous n'avez plus besoin, mais c'est un matériau qui fait très plastique. Moi j'ai souvenir quand Apple avait sorti la première Apple Watch, des critiques à l'époque, c'est vrai que la céramique ça fait très plastoc alors que c'est quand même plus luxueux que de l'acier. Et c'est très particulier la céramique au toucher. Ensuite justement, l'Alpha Léonis, j'avais fait une vidéo unboxing puis une vidéo de test. La vidéo unboxing c'était vraiment pour avoir très rapidement des premiers retours, justement aussi pour Mathieu, donc le créateur de la marque. Donc ouais, une vidéo qui a très bien marché, alors qui a été sponsorisée. Ça aussi je refais une parenthèse, mais les revenus que j'ai eu de la chaîne YouTube cette année, je les ai quasiment tous réinvestis en sponsor pour mettre en avant mes vidéos, car j'ai l'impression que l'algorithme YouTube ne met pas les vidéos en avant, quoi. Enfin, c'est dramatique, quoi. Je veux dire, moi j'ai 3000 personnes qui doivent regarder les vidéos si elles sont pas mises en avant. Enfin, c'est vraiment pas beaucoup sur des reviews, alors si je fais des sélections ou des tops, là ça peut vraiment faire beaucoup de vues, mais les sélections c'est beaucoup de boulot. Moi, c'est ce que j'aime faire, mais par contre, il n'y a personne qui regarde, quoi. C'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Voilà, donc ensuite, l'Alpha Léonis, comme je l'ai déjà dit, une montre très clivante au niveau du design, mais avec beaucoup de travail derrière.
Et peut-être que alors j'ai oublié de répondre à Mathieu, mais il m'a proposé de me renvoyer une montre pour que je vous présente vraiment la version finale, parce que là, il a encore beaucoup bossé dessus. Il s'est beaucoup servi des retours aussi que vous avez fait dans la vidéo pour améliorer certaines choses et pour imaginer les prochains modèles. Et ça peut être intéressant, dites-moi en commentaire si vous voulez voir l'évolution. Et puis ensuite, là, c'était vraiment le projet Seiko que j'ai eu une nuit en tête, qui m'est venu en tête une nuit d'été. Parce que je me suis repassionné pour Seiko, j'ai voulu tirer un trait sur les mauvaises expériences passées que j'ai eues avec la marque. Et j'ai eu envie, en fait, alors pour être très clair avec vous, au début, la première idée, je voulais acheter une montre avec chaque design de chez Seiko, dans les montres de plongée. Donc la Monster, la Samurai, la Sumo, la MM200, la 62, la MM300, bref, la Tuna, etc. Bref, je voulais vraiment avoir un petit peu tous les modèles de chez Seiko. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent, donc je me suis limité à ce qui me semble être peut-être le modèle le plus emblématique dans chaque gamme des plongeuses Seiko, en tout cas chaque gamme de prix déterminée par le mouvement qui est embarqué dedans, en plus d'une five pour tester par rapport aux autres. Et finalement, ça a été un concept sur lequel j'ai fait plusieurs vidéos. Par exemple, la vidéo suivante, ensuite, donc la première c'était une collection de plongeuses Seiko, donc je vous parlais de ce projet. Ensuite, il y a eu une vidéo où je vous parlais de la nouvelle Marine Master 300, alors qui reprend le nom Marine Master 300 mais qui perd toutes les caractéristiques d'une Marine Master 300, donc je suis très embêté par rapport à cette montre qui a des avantages. Elle est plus portable mais elle perd tout l'ADN d'une Marine Master 300, donc moi c'est ça qui m'a embêté, c'est pour ça que j'ai pris l'ancienne version qui n'est maintenant plus disponible. Donc voilà, après j'avais fait un unboxing avec deux nouvelles montres, la Seagull 963. D'ailleurs, je pense que je vais vous la faire gagner cette montre. Je ne sais pas vraiment comment organiser un concours parce que j'en ai jamais fait. Il faut que je me renseigne, mais je pense vous faire gagner la Seagull 1963. Ouais. C'est possible que d'ici quelques jours, je fasse un concours sur Instagram ou sur YouTube. Je ne sais pas comment faire. S'il y a quelqu'un qui sait faire, qu'il n'hésite pas à me contacter pour voir comment je peux faire. Parce que j'ai pas trop d'idées. J'ai envie de vous faire gagner quelque chose parce que voilà, je vous ai jamais rien fait gagner et que la Seagull 163 c'est vraiment une montre. Alors ça me fait chier parce que je l'aurai plus, mais après je peux toujours me la racheter. C'est une montre que j'ai depuis quelques mois, que je trouve extrêmement sympa, que je porte vraiment pas beaucoup. Puis je vais vous parler d'un projet pour 2025. Donc, mais voilà, je peux peut-être vous la faire gagner. Et ouais, non, c'est vraiment une montre très cool en fait. Très cool et qui coûte vraiment pas grand-chose. Donc voilà, c'était l'unboxing de celle-ci et de la Marine Master 300. Deux montres complètement à l'opposé hein, quand on regarde la taille de ces deux montres. C'est un peu les opposés. Alors je ne sais pas si vous allez voir avec le focus. En plus, là, la caméra elle est très loin parce que c'est un objectif en équivalent 45 ou 50 mm, donc je suis assez loin de l'appareil photo. Mais bref, donc voilà. Ensuite, j'avais fait un top 5. Ah oui, des montres que je préférais dans ma collection et des montres où j'étais un petit peu le moins attaché dans ma collection. Ça avait fait un petit peu réagir et c'est vrai que la conclusion qui s'imposait, c'était que finalement mes préférés étaient aussi les plus chers. C'est pas une coïncidence, mais c'est vrai que les plus chers, on propose souvent plus et c'est ça qui me plaît aussi. Ensuite, j'avais fait le test de celle-ci. J'ai fait ensuite un unboxing d'une pépite qui est la nouvelle Moonwatches Orion, si je me souviens bien. Une montre que je devrais avoir en mai, enfin quand ils auront fini la production, il y a toujours du retard et qui me tarde de recevoir. C'était une contrepartie pour la vidéo. Donc voilà, j'avais droit à une montre en échange de la vidéo. Et comme j'avais adoré la première, que j'avais été très frustré de ne pas pouvoir l'acheter à l'époque, parce qu'à l'époque, j'avais pas assez d'abonnés pour pouvoir demander une contrepartie. Là, je me suis dit, écoutez, si je peux en avoir une Parce que je sais globalement le coût de production d'une montre, je pense qu'ils sont autour des 300 ou 400 euros peut-être par modèle. Je me suis dit que pour la mise en avant que j'ai fait, c'était peut-être pas non plus déconnant qui m'en passe une. Et donc voilà, ils ont accepté, donc je suis très content, il me tarde de l'avoir. Ensuite, ah oui, j'avais fait une vidéo, c'est vrai, de réponse, enfin pas de réponse, mais où je réagissais en tout cas au concours de la montre de l'année organisé par Franck Sensé. C'est vrai que la plupart des montres, moi, elles m'en touchent une sans me faire bouger l'autre, si je peux utiliser cette expression. Et donc j'avais donné un petit peu mes choix pour ce concours.
c'est assez prévisible honnêtement les choix, enfin les gagnants. Ensuite j'avais fait donc la vidéo review de la Moonwatches Orion. Ouais, une superbe montre, et en plus ce qui n'était pas évident dans cette vidéo, c'est que j'avais vraiment un prototype avec des éléments qui allaient fortement changer et donc fortement influencer notamment la montre sur le ressenti au poignet, etc. Puisque là j'avais une montre avec un remontage automatique et au final la montre que les gens recevront, elle sera en remontage manuel, mais du coup elle sera beaucoup plus fine, elle sera beaucoup plus belle visuellement. Il me tarde de l'avoir, il me tarde vraiment de l'avoir, mais je me suis pas mal projeté justement pour ça, donc j'ai aucun doute que ce sera très réussi. J'ai ensuite fait une vidéo sur la Radial Atmos, la montre créée par l'ami Remontre, une montre de pilote avec un aspect moderne, qu'il a d'ailleurs encore amélioré. Il me tient au courant des évolutions et franchement, déjà en fait, il y a beaucoup de très petits détails dont on ne peut pas vraiment se rendre compte en fait s'il ne nous le dit pas, mais qu'il a fait évoluer depuis la vidéo de présentation du prototype et qui seront là sur les versions que ceux qui l'ont acheté recevront. Et à chaque fois, je lui ai dit mon avis sur les modifications et j'ai trouvé très bien les modifications. Je ne sais pas si je peux vous parler des modifications, mais sur la lunette, j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans cette vidéo, il allait y avoir des modifications, il les a faites. Honnêtement, je pense que ça sera encore mieux. Sur la couronne aussi. Donc ouais, non, il y a vraiment des petits trucs très sympas qui vont être sur la version finale. Et il me tarde aussi de l'avoir. Voilà, ensuite j'ai fait un unboxing. Ah oui, c'était l'unboxing de la Seiko 62 Mass qui a été finalement la dernière Seiko qui est arrivée pour finir le projet, pour avoir une plongeuse dans la gamme 6R. C'est une très bonne montre honnêtement, elle est extrêmement polyvalente au poignet. Elle se porte vraiment très bien cette Seiko. Mais c'est vrai qu'ensuite j'avais fait donc la vidéo de comparaison et c'est finalement la plus compliquée à justifier en termes d'achat parce qu'elle est moins raisonnable que les entrées de gamme Seiko, tout en offrant beaucoup moins que la Marine Master 300 qui est certes beaucoup plus chère mais qui en offre tellement plus. Donc ouais, voilà. Mais à porter, c'est un vrai bonheur. Entre temps, j'avais fait une vidéo de sélection de montres que j'avais choisies à la boutique The Watch Gallery à Paris, donc la boutique créée par Clément et ses associés. Très bien reçu à la boutique. C'est un espace qui est très sympa et en fait c'est un espace où vous remettez beaucoup de choses en question. C'est-à-dire qu'on est habitué à cet environnement de montres japonaises, françaises, suisses évidemment, avec des marques qui font des marges assez importantes ou des micro-marques qui ont des marges beaucoup moins importantes, mais qui proposent, les micro-marques souvent en France, tout ça, elles proposent des choses assez, pas classiques, mais qui révolutionnent pas les codes en fait, qui cassent pas les codes. Et là, chez The Watch Gallery, c'est des marques indépendantes asiatiques qui proposent des choses assez folles en fait, en termes de design, en termes de complications, de matériaux, de qualité de finition. Je trouve ça hallucinant. Et je me dis que si on sort un petit peu de son esprit tout le côté, oui, c'est fait en Chine, j'ai pas envie d'enrichir les Chinois, tout ça, enfin des trucs un peu stupides, enfin pas stupides, mais qui sont en dehors de l'objet en tant que tel, eh bien si on se focus vraiment sur l'objet, ça fait très mal à tout le reste de l'industrie horlogère parce que objectivement c'est au-dessus. En termes de qualité, pour le prix, c'est une folie. Les Lucky Harvey, la Lucky Harvey Sound of Nature, alors je ne l'ai pas acheté parce qu'il faut être raisonnable, là j'ai pas un budget limité en ce moment, mais c'est une montre d'une qualité qui est extraordinaire. Le bracelet, il y a une finition, une netteté dans les ajustements, tout ça qui est remarquable. Et à 1000 €, c'est vraiment pas cher, quoi. C'est-à-dire que s'il y avait le nom d'une marque suisse dessus, ça serait pas 1000 € dessus. Il faudrait rajouter sans doute un 0 derrière. Donc voilà. Non, c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Et puis la dernière vidéo, comme je l'ai évoqué, c'est la vidéo de comparaison des 4 plongeuses Seiko. Alors il y avait une qui n'était pas vraiment une plongeuse, la Seiko 5, mais qui avait un look de plongeuse. C'était une vidéo que j'ai beaucoup apprécié faire. Elle m'a pris énormément de temps parce que je crois que j'ai commencé à bosser dessus fin novembre. Et je l'ai sortie début décembre, un truc comme ça. Donc elle m'a demandé pas mal de temps. En fait, elle était beaucoup trop longue. Le premier rush que j'ai fait, il durait 2 heures. Et je me suis dit, même en montant, etc. En fait, j'ai beaucoup trop parlé, un peu comme là d'ailleurs, parce que je vois qu'on est à 31 minutes, donc c'est un petit peu long.
même si je sais qu'avec le montage, ça sera un petit peu plus court. Voilà, et puis il arrive une vidéo le 5 janvier, je vous en dis pas plus, c'est la V2, le retour d'une montre que j'avais déjà présentée sur la chaîne. Donc voilà pour eh bien, les vidéos que j'ai sorties en 2024. Un événement quand même que je dois retenir en 2024, c'était le TimeFest. J'ai beaucoup apprécié ce salon, j'y étais allé avec un ami et puis j'ai rencontré pas mal d'abonnés avec qui j'ai beaucoup discuté. Du coup j'ai perdu beaucoup de temps pour faire le salon, donc je pense que cette année je vais y aller les 2 jours. Ils l'ont annoncé, c'est au stade Matmut Atlantique à Bordeaux, donc ça va être un événement assez fou je pense, très convivial je pense comme l'année dernière. Il me tarde d'y être, j'ai pas vraiment le temps d'aller dans les salons en Suisse, je profite de ce salon qui est à Bordeaux et qui place un petit peu Bordeaux d'ailleurs sur la carte du monde horloger. J'en suis très content parce qu'il y a quand même beaucoup de créateurs de contenu sur Bordeaux. Il y a moi-même, il y a Remontre, il y a Parlons Montre, il y a Edouard du podcast Démontrez de vous et de la chaîne YouTube maintenant, hein, plus que du podcast. Donc ouais, non, il y a, et j'en oublie peut-être. Enfin voilà, en tout cas, il y a pas mal de monde sur Bordeaux, donc c'est très très cool. L'année dernière, j'avais été transparent sur ce que j'avais gagné. Voilà, j'ai gagné autour des 1000 euros de revenus YouTube cette année. C'est que dalle, hein, on va pas se le cacher, pour tout le temps qui est investi dans la chaîne YouTube, c'est-à-dire entre 10 et 20 heures par vidéo, si ce n'est beaucoup plus, comme la vidéo où j'ai fait la comparaison des 4 Seiko. C'est que dalle aussi dans le sens où effectivement il y a des montres qui sont prêtées, données par les marques, de l'argent aussi qui est donné par les marques, je vais revenir juste après, mais par exemple le projet Seiko sur la chaîne, c'est un projet que j'ai payé moi-même de A à Z. Je savais très bien dès le début que je n'allais pas garder toutes les Seiko dans la collection, mais je les ai achetés pour vous faire cette vidéo et pour un petit peu tourner la page de la première expérience très négative que j'avais eue chez Seiko. Et voilà, même si je vais les revendre, les Seiko que je ne vais pas garder, je vais garder la Marine Master 300 qui est une montre que j'adore, mais les autres, je pense que je vais m'en séparer. Mais voilà, c'est un projet que j'ai acheté, alors j'ai essayé de les payer neuves au prix le plus bas que je pouvais, mais ça n'empêche que je ne vais pas les revendre au même prix. Donc voilà, c'est un projet que j'ai financé qui m'a coûté de l'argent. J'ai acheté des lumières, j'ai acheté une boîte de lumière pour prendre les photos à l'intérieur pour les reviews, j'ai acheté des objectifs, j'ai acheté un appareil photo, enfin, trépied, tout ça. En fait, c'est quelque chose c'est une chaîne qui m'a coûté bien plus de 1000 euros en fait cette année. C'est une chaîne qui m'a coûté peut-être 5000 euros, un truc comme ça, ou peut-être un peu plus même. Donc c'est pas donné, donc les 1000 euros, en plus je vous ai dit que je les ai réinvestis dans la sponsor, donc au final ça m'a rien rapporté du tout. Ce qui m'a rapporté, c'est quand même les montres que j'ai reçues de la part des marques et que j'ai pu revendre ensuite. Je ne vais pas vous le cacher, hein. Même si je les aime beaucoup, je ne peux pas me permettre de dépenser sans compter sur la chaîne. Donc il faut bien quand même que je fasse rentrer un peu d'argent à côté. Donc oui, effectivement, les montres, souvent je les revends. La première, ça a été la Acron que j'avais en fin d'année dernière et que j'ai revendue. Même si c'était une très bonne montre, je ne peux pas tout garder. D'ailleurs, on va y venir sur 2025, mais il faut que je fasse un peu de ménage parce que là, il y a les 2 étages hein, qui sont pleins quand même de montres dans la collection. Donc, voilà, il y a 20 montres. J'ai envie d'en avoir moins. Parce qu'honnêtement, je ne peux pas tout porter. Et j'ai l'impression d'être de moins attaché à mes montres justement parce que je ne peux plus les porter autant qu'avant. Donc voilà, oui, j'ai gagné beaucoup plus avec les collabs. Sans doute autour des 5000 euros à peu près en termes de revenus que m'ont donné les marques et de revente des modèles qui m'ont été prêtés. Mais enfin, il y a eu des modèles même des années précédentes que j'ai revendus cette année. Donc voilà un petit peu pour être complet et transparent avec vous sur 2024. Pour ce qui est des objectifs pour 2025, donc la chaîne elle a bientôt 4 ans. Je compte vous faire gagner la Seagull, je ne sais pas encore comment, mais je vais y travailler dessus. Il va y avoir de nouvelles reviews avec de nouvelles marques que j'ai jamais encore présentées sur la chaîne. J'ai eu des contacts, alors ça aurait déjà dû se faire en fin d'année 2024, mais voilà, il y a eu un petit peu d'attentisme, je ne sais pas trop si ça se dit, mais de la part des marques, de certaines marques. Du coup, je ne sais pas trop où ça en est. Bon, je pense que ça va se faire, il faut que je les relance, même si ça me saoule un peu de relancer des marques. Il va y avoir de nouvelles sélections. Alors j'en fais de moins en moins de sélections parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui en font et que finalement pas forcément ce que je préfère faire. Mais bon, je vais travailler dessus, il n'y a pas de problème, j'en ferai. Il y a des gens aussi qui vont revenir sur la chaîne, alors c'est des gens que j'apprécie. Julien, a priori, va revenir sur la chaîne, même si là actuellement j'ai rien prévu, mais il n'y a pas de raison, il suffit qu'on se dise « Allô, on fait un truc ?» Allez, on fait un truc. Donc voilà. Edouard, il va revenir sur la chaîne pour présenter un truc de fou en début d'année.
Et puis peut-être Arthur aussi qui a une collection qui a évolué et je pense qu'on va peut-être faire des versus dessus. Alors lui il n'est pas attaché vraiment à la technique dans le sens spec des montres, c'est vraiment plus l'émotion qu'il y a par rapport à l'achat des montres, donc je sais pas trop comment on va organiser ça, mais voilà, moi quand j'ai envie de faire un truc avec des potes, on trouve le sujet après et puis j'essaye de faire ça pour que ce soit intéressant pour vous. Ah oui, alors je tenais aussi à vous dire des choses que je ne compte pas faire en 2025, je ne compte pas interviewer des gens. Moi vraiment faire des interviews de personnes, c'est pas mon truc, donc il n'y aura pas ça. Je ne compte rien vous vendre non plus, parce que ça c'est quelque chose qui me dérange profondément dans le YouTube actuel en 2024. C'est le parcours qui consiste à créer une chaîne YouTube en tant que passionné, développer donc sa communauté et ensuite vous orienter en vous disant que les petits diamètres c'est quand même mieux que les gros diamètres, vous dire ensuite que le vintage c'est quand même mieux que les montres récentes. Pourquoi acheter une montre une réinterprétation alors que vous pouvez voir la vintage? Il y a quand même pas mal d'arguments pour la réinterprétation. Et ensuite carrément vous vendre du vintage. Alors c'est très simple de se faire passer pour un expert honnêtement et de vous vendre ensuite des choses en fait, c'est-à-dire acheter des montres pas chères et se faire de la marge dessus. Moi je trouve que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire avec vous. Je trouve que en fait ça me gêne profondément ce concept d'acheter des montres pas chères et de vous les revendre en éventuellement faisant une petite révision dessus avec un horloger avec lequel on s'est mis d'accord sur un tarif. Bon voilà, moi je vous ferai pas ça parce que c'est un discours qui me pose problème. Alors il y a certaines personnes qui le font très bien. Prolog, par exemple, je trouve qu'ils font ça extrêmement bien, de façon très professionnelle. Il y en a d'autres où j'ai plus de mal. Je ne vais pas forcément les citer, mais il y a 2 Suisses où là, ça me dérange beaucoup parce que c'est des gens qui débarquent, c'est-à-dire qu'ils n'y connaissent rien. Et en peu de temps, ils s'improvisent presque experts du truc. Et ils vous vendent ça de façon très amateur. Si vous la prenez pendant le live, je vous fais moins de 15%, je vous la révise pas. Il faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Je pense que c'est quelque chose de sérieux et qu'il faut respecter les gens et faire ça sérieusement. Donc voilà, je ne compte pas du tout faire ça parce que honnêtement, ça me pose un vrai problème de vous vendre un truc et de me faire l'argent facile. Enfin voilà, ça me gêne. Bref, je ne vais pas rentrer plus dans le détail là-dessus. Ensuite, donc, pour finir cette vidéo, je voulais vous parler de ma collection. Elle va beaucoup évoluer, je pense, en 2025. J'ai trop de montres. Là, j'ai 2 étages entiers de remplis, donc ça fait 20 montres. J'en ai déjà vendu pas mal en 2024. Et je vais en vendre pas mal en 2025. J'ai envie de faire un Great Reset. Je ne sais pas si mon accent est bon, mais j'ai envie de repartir à 0, alors pas à 0,0. Je compte quand même en garder quelques-unes. Mais il y en a beaucoup en fait que j'ai et au final je ne porte pas vraiment mes montres. C'est-à-dire que quand on prend en compte le fait que j'en ai 20 et le fait que j'en reçois quand même quelques-unes au cours de l'année pour faire des reviews, eh bien je porte très très peu mes montres. Et ça me pose un problème, je suis de moins en moins attaché à elle et je sais pas, il y a un lien qui se cache un petit peu dans la passion et voilà, j'ai envie d'en vendre beaucoup pour me recentrer sur quelques modèles. Voilà, la passion ça évolue au cours du temps. Il y a Edouard du podcast Démontrez-vous qui avait fait justement une vidéo pour expliquer ce cheminement de passionné. Alors je suis pas forcément dans ce schéma-là présenté, mais voilà, moi ça varie assez souvent mes goûts et mes envies, pour être honnête. C'est pour ça que moi je fais pas de plan de succession ou je sais pas quoi sur des montres ou des montres patrimoine, tout ça. Moi c'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel je suis, mais voilà, je compte en garder quelques-unes, 4 ou 5 je pense. Voilà, ma G-Shock parce que je pense que dans mon boulot elle est pratique, même si actuellement je portais surtout ma Citizen, mais voilà, je pense que je vais me séparer de la Citizen. Je vais garder la Hamilton parce que c'est la première montre automatique que je me suis achetée et qui a lancé vraiment ma passion et j'ai jamais retrouvé les émotions que j'ai eues en recevant cette montre. La Tudor, je pense que je vais la garder, je vais peut-être m'en séparer une fois que j'aurai acheté mon projet 2025. La Omega Speed, elle reste évidemment. La Fita, alors j'aime énormément cette montre, mais il y a moyen que je m'en sépare au cours de cette année. Pareil, parce qu'il faut bien un moment, je pense, faire tourner les choses. Même si c'est une montre extraordinaire, ça ne sera pas l'une des premières qui partira en tout cas. La série K, je pense que je vais la garder parce que vraiment, je trouve que l'ADN de cette micro-marque est incroyable. La Marine Master, pareil, je vais la garder parce que j'adore cette montre.
La 62 Mass, elle va sans doute partir, même si je trouve que c'est une super montre. La Seagull, voilà, je ne vais pas me répéter encore une fois, mais je compte vous la faire gagner. Là, il y en a une dont je ne peux pas vous parler. Le 5 janvier, petit spoil, je vais vous en parler de la montre qui est ici. Je pense que vous ne la voyez pas trop, donc voilà. Et ensuite, j'ai une lignée de Fita que je vais vendre, qui sont déjà en vente d'ailleurs sur mon Vinted, que je vous mets en description d'ailleurs. Et ensuite, Seiko 5, je vais vendre. L'Archange, je vais vendre aussi. Parce que voilà, il faut faire des choix. Là, j'ai besoin de pognon. J'ai besoin de pognon. Pas que j'en manque pour vivre, mais j'ai besoin de pognon pour passer à autre chose en termes de passion. La Turtle, je vais la vendre. La Holocene Clockwork, donc la montre de Joao, même si je suis attaché parce que c'est Joao qui me l'a donné, voilà, je vais aussi la vendre, je suis honnête avec vous. Et la Citizen, je vais aussi la vendre pour passer à autre chose parce que j'ai l'impression que finalement c'est un peu la montre que je porte tout le temps, la Citizen dans les vignes, parce que bah, elle est super résistante et j'ai envie de me relancer un nouveau défi de trouver une montre qui puisse la remplacer avec justement une matière qui est très très dure comme ça et qui ne s'altère quasiment pas dans le temps avec les contacts avec du fer, etc., qui résistent super bien aux rayures. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de changements. Et alors, j'en avais déjà parlé sur la précédente rétrospective, mais la Rolex Submariner, j'ai vraiment envie de passer le pas en 2025 parce que ça va faire 5 ans que je suis passionné d'horlogerie et que j'ai toujours pas de Rolex. Alors, c'est pas un objectif de vie d'avoir une Rolex, mais c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai acheté il y a quelques mois de ça le livre Submariner, je sais plus le nom exact, que j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Je suis pas un très grand lecteur de livres, pour être franc avec vous. Mais voilà, non, la Submariner, c'est une montre que j'aime, pas depuis toujours, mais depuis de très nombreuses années. Hein, depuis vraiment, ça fait depuis le collège, je pense que je regarde cette montre. Donc, ouais, il va falloir un moment qu'elle arrive et j'ai besoin de me séparer de beaucoup de montres pour y arriver. Donc voilà. Et puis, au-delà de ce projet, c'est aussi pour pouvoir porter mes montres, quoi. C'est-à-dire pas hésiter entre 20 modèles différents. Et, donc ouais, voilà, c'est un recentrage de collection et un projet d'achat assez onéreux qui va arriver. Donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo rétrospective 2024 et objectif 2025 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère vraiment que vous avez eu les montres ou la montre que vous souhaitiez avoir pour Noël. En tout cas, les cadeaux que vous espériez et même plus. Et puis, je vous souhaite, comme je vous l'ai dit, un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre et une très belle année 2025. Allez, ciao tout le monde!